j'ai eu une filière littéraire. J'ai poursuivi par une dizaine d'années en tant que consultante emploi, formation, et vers 35-40 ans, j'ai décidé de me reconvertir. Et j'ai suivi tout mon parcours de formation avec la CCI de l'Indre. Donc, j'ai eu l'opportunité d'abord avec... aujourd'hui, ça s'appelle les projets de transition professionnelle. À l'époque, ça s'appelait le fonds GESIF, entre guillemets. Et j'ai eu l'opportunité déjà sur un an de faire un bac+2. Et puis, par la suite, en tant que demandeur d'emploi, j'ai continué sur un bac+3 qui était développement conception de solutions mobiles. C'est là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer mon patron qui m'a pris en contrat de pro pour passer un bac+4 dans l'informatique l'année suivante. Donc, en tant que responsable en ingénierie logicielle. Donc, déjà, le premier point, c'est il n'y a pas d'âge pour se reconvertir et pour aller vers les domaines qu'on veut découvrir. Ça, c'est la première chose. On m'a dit à l'époque, quand j'ai voulu envisager le bac+4, que ce n'était pas possible. Et puis finalement, avec la CCI de l'Indre, ils ont mis en place le premier contrat de pro adulte pour leur formation depuis au moins quelques années, et ça a pu se faire. J'adore le jeu vidéo, je suis une gameuse à la base. Et pareil, dans l'Indre, faire du jeu vidéo, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, si. J'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Serious Frames, qui, suite à un stage sur ma deuxième année de formation, m'a permis d'être développeur-concepteur en jeu éducatif. Donc, j'ai développé un escape game en 3D pour une structure qui voulait valider la formation de ses ingénieurs commerciaux via un jeu vidéo en 3D. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup d'écoute. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans le numérique pur parce que le développement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Alors effectivement, tout ce qu'on parle, dans les échanges avec de Lazare tout à l'heure, il parlait du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans les fonctions support. Mon parcours professionnel me permet aujourd'hui d'envisager des postes plus en tant que formatrice technique, en tant que consultante, et c'est plutôt ce qui m'intéresse, j'avoue, parce que il y a quand même quelque chose quand on se reconvertit à mon âge, c'est qu'on était expert dans son domaine, on était reconnu, et là on devient débutant. Donc parfois il y a quand même des transitions aussi à faire, et c'est pour ça que je retourne plus vers des postes aujourd'hui de formatrice technique, consultante technique, et même dans mon poste, parce que là, suite à la crise sanitaire, j'ai été vers la facilité, je suis repartie un petit peu dans mes anciennes voies professionnelles pour un temps. Le fait d'avoir une excellente maîtrise des outils informatiques et numériques, ça permet quand même de faciliter la vie au quotidien dans n'importe quel poste, je pense, aujourd'hui, surtout avec le télétravail et la crise sanitaire qu'il y a eu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. J'ai plutôt envie de vous répondre si certains s'intéressent. Alors, on n'avait pas de questions à l'écrit, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions à l'oral, là, à remettre votre micro et poser une question à Séverine. Personne d'autre question? Alors moi j'avais une petite question, Séverine, du coup. Sur par exemple une mission comme le développement de l'escape game là, sous forme de jeu vidéo, à quoi ressemble une semaine type par exemple? Alors, j'étais pas vraiment sur des semaines type, étant donné que il y a vraiment plusieurs phases quand on développe un projet. C'est-à-dire que sur la phase de démarrage, c'est beaucoup d'analyse du besoin du client. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai récupéré tout un contenu de formation pour extraire la substantifique moelle et trouver les éléments utiles qu'on devrait retrouver dans le jeu vidéo. Quand on fait un jeu vidéo pédagogique, le but, c'est quand même que ça permette de valider un certain nombre d'apprentissage acquis ou de concepts intégrés. Donc par rapport à ça, dans un premier temps, il y avait une grosse analyse de données à faire et une analyse du besoin. C'est la base dans tout secteur informatique, sinon on se retrouve à avoir des outils qui ne sont pas ergonomiques, on se retrouve à avoir des fonctions inutiles finalement, parce qu'on l'a fait de son côté sans prendre en considération le besoin réel du client. Donc il y a vraiment tout un échange relationnel dans le numérique qui est quand même super important, parce que l'outil doit être adapté aux besoins. Voilà. Ouais. Et après, il y a une phase de développement, on a une phase de test. Donc, on va développer une fonctionnalité, puis une autre. Et puis, ensuite, on va aller sur comment dirais-je,
on va aller sur, ça s'appelle le post-mortem, c'est-à-dire on étudie tout ce qui s'est passé au cours du projet, comment chacun a pris en compte tout ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a été apprécié, pas apprécié, ce sur quoi on aurait pu mieux faire, parce qu'on peut toujours mieux faire et s'améliorer. Et puis, voilà, donc c'est le début, l'analyse, jusqu'à la fin, le post-mortem, et puis du coup, une nouvelle analyse pour faire mieux la fois d'après. Super. Ok. On a j'ai vu qu'il y avait une question. Ouais, c'est ça, une question de Valérie. Est-ce que cette voie professionnelle était celle que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Alors, j'adorais l'informatique, mais j'adorais aussi les langues étrangères. Et à l'époque, on me disait que ce n'était pas compatible. Donc, j'ai choisi en premier les cultures étrangères et les langues étrangères. Et dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai fait une formation de webmaster en 2003. Mais à l'époque, la formation que j'avais faite ne me permettait pas d'avoir suffisamment de compétences techniques pour directement travailler dans le domaine. Mais j'avais déjà, depuis 2003, effectivement, eu envie de m'orienter vers l'informatique et vers le technique. D'accord. Après, je vais faire une petite mention vite fait par rapport aux femmes dans le secteur informatique. Il y a quand même deux choses que je tiens à préciser. J'étais la seule femme dans 2 de mes promotions. Autant la première année, sur le bac plus 2, on était 5 à être diplômés. Autant sur le bac plus 3, j'étais la seule de la promo. Et sur le bac plus 4, pareil, je suis rapidement, j'étais la seule sur ma promo aussi sur le bac plus 4. Donc c'est vrai qu'il y avait particulièrement peu de femmes dans le secteur d'activité. Et on n'est quand même pas sur les mêmes ambiances quand on est sur du purement masculin ou quand on est sur du mixte. Donc finalement, j'ai pas du tout peiné à trouver mes terrains de stage. La plupart des entreprises essayent d'avoir de la mixité au sein de leurs équipes. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai atout pour les femmes de vouloir aller dans le secteur numérique. Voilà. Ok, merci Séverine. On va pouvoir passer à notre deuxième témoignage. Alors je crois qu'Isabelle est en train d'écrire un message. Peut-être peut-elle le dire à l'oral? Non? Non, j'avais vu. Il y avait 3 petits points. Ok. Alors, on va pouvoir passer donc à l'intervention donc, de Colline Schoss. Tout le monde m'entend bien? Oui. Ok. Donc, bonjour, moi je suis Colline Schoss. Je suis originaire de Haute-Savoie et je vis à Châteauroux depuis 2017. J'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et je suis dans le monde du numérique depuis mes 16 ans environ. J'étais plutôt bonne élève et j'ai démarré avec un cursus normal en seconde ES, mais j'ai très vite lâché. Je m'ennuyais énormément et je me suis retrouvée au fond de la classe à discuter et à dessiner surtout. Donc évidemment, l'année avance et on m'annonce que le redoublement est une évidence. Donc j'avais toujours le moral en baisse. Jusqu'au jour où ma prof de français, dans la deuxième partie du dernier trimestre, en mois de mai, donc très peu de temps avant la fin de l'année, est venue me voir et m'a dit qu'au vu de mes dessins, il serait peut-être préférable pour moi que je m'oriente vers une filière artistique. Et 2 semaines après, je passais un concours d'entrée dans une école privée pour devenir graphiste. J'ai été admise et j'ai passé là-bas mon CAP DECG, donc c'est dessinateur d'exécution en communication graphique, mon bac pro AMA, artisanat et métiers d'art, que j'ai eu avec la mention bien pour le plus grand bonheur de mes parents. J'étais redevenue une très bonne élève. J'ai ensuite passé un BTS infographiste multimédia avec une option cinéma, montage vidéo à Paris. Et pour finir, une licence graphiste, concepteur, designer à Lyon en alternance, où j'ai eu la chance de travailler au pôle marketing de la maison horlogère Raymond Weil à Genève. Et en 2016, c'était donc la fin de mes études, la fin de mon alternance. Et donc, j'ai voulu me lancer dans la grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. J'étais au chômage depuis environ 1 mois et demi, et mon conseiller Pôle emploi, qui avait bien remarqué que j'étais motivée, s'est dit allez, celle-ci, on va lui créer son entreprise. Donc ils m'ont accompagnée, sauf que ça n'a pas été une superbe première expérience, puisqu'on m'a dirigée vers un statut de profession libérale, ce qui n'est pas du tout en lien avec le graphisme, et qui amène bien évidemment son lot de surprises avec l'URSSAF, tout ce qui est prestations financières concernant
la prévoyance, etc. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais clairement trop jeune, j'étais pas préparée. On m'a jetée dans la fosse aux lions pour éviter de payer mon Pôle emploi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, là est arrivée la grande bataille pour radier mon entreprise à sa date de création, puisque je n'avais jamais exercé, mais je devais des sommes comme 28 000 €, enfin des trucs que l'URSSAF demandait alors que je n'avais jamais exercé. Et donc, la bataille, elle a duré pratiquement 2 ans. Et j'ai pas lâché l'affaire, je voulais quand même devenir entrepreneur. Donc, je me suis lancée à nouveau, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de sécurité. Donc, je me suis tournée vers le PLES, c'est le pôle local d'économie solidaire, pour être ce qu'on appelle entrepreneur à l'essai. Donc là, c'est une association qui nous prête un numéro de SIRET, qui ouvre un compte bancaire et ils prennent 10% sur les bénéfices, enfin 10% sur ce qu'on gagne, évidemment pour faire vivre l'association. Mais nous, par contre, on peut tenter des produits, on peut tenter des prix, on peut voilà, on n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'à la fin du mois il faut payer l'URSSAF, etc. Donc c'était vraiment une liberté de création pour moi en tout cas. Donc j'y suis restée 2 ans. Et pour finir, au mois de mai 2020, j'ai créé ma SAS, Mako, dont je suis la présidente, et dans laquelle j'exerce ma principale activité de graphiste, concepteur, designer. En tout cas, c'est ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui. Donc, je crée l'identité d'entreprise, de start-up. Je peux tout faire, du logo jusqu'à la création du site internet, la charte graphique, des flyers, des affiches, tout ce qu'on veut. Je fais aussi de l'UX, donc je réfléchis au design des applications et à l'expérience utilisateur. Voilà, c'est un métier où il y a de la communication avec les clients, il y a énormément de partage et en même temps c'est aussi très délicat parce que les goûts et les couleurs ça se partage pas, ça se discute pas, donc des fois il faut qu'on arrive à montrer notre légitimité. Si on a fait, enfin en tout cas moi si j'ai fait toutes ces études qui ont d'ailleurs coûté très cher à mes parents, c'est pour qu'on me fasse confiance, c'est pour que si on fait appel à moi on ait confiance en mon travail, mais vu que ça touche à un sentiment qui est propre à chacun. Des fois, c'est délicat aussi de faire valoir ses idées, bien qu'on sait que ce sont les meilleures, mais sur le moment, voilà, il faut prendre du recul sur ses créations, il faut être à l'écoute aussi énormément de ses clients, de ses collaborateurs. Et c'est pour ça aussi que c'est un milieu pareil Enfin, je suis aussi une gameuse et donc je me suis rapprochée aussi beaucoup de la création de jeux vidéo en premier temps avec le design des différents levels dans des jeux en 2D. Mais aussi maintenant, le plus gros de mon travail, c'est l'illustration et le graphisme pour des jeux de société. Ça c'est très chouette parce que c'est vraiment un autre aspect beaucoup plus créatif, en tout cas dans des thèmes beaucoup plus fun du moins. Et la dernière partie de ma société, c'est le projet d'une vie, mais qui n'est pas forcément en lien, en tout cas en premier lieu, avec l'informatique ou le métier du numérique, c'est la création d'une marque de lingerie féminine, durable, modulable, adaptable, etc. Ça, je ne peux pas trop en parler parce que c'est confidentiel. Mais par contre, mon métier du numérique m'aide énormément, bien que je ne connaisse pas le milieu de la lingerie, qui est un milieu en plus très masculin, donc j'ai énormément de mal à y entrer, mais j'y arrive petit à petit. Je fais du marketing, je fais toutes mes pubs, Insta, Facebook, je fais de la communication, mon site internet, mon logo, et ça, généralement, ces projets-là, ce sont des bébés, et on y est très attaché, et de pouvoir faire ma propre com et la propre identité de cette entreprise-là, c'est génial. Donc voilà, pour la présentation. Merci Colline. Et alors il va nous rester donc 3 minutes pour les questions. Donc on en a eu déjà plusieurs dans le chat. Je vais commencer par celle de Véronique Fadi. Donc j'ai entendu que vous faisiez donc de l'UX design. Comment procédez-vous pour tester ? Alors, moi je travaille avec la suite de logiciels Adobe. Et le logiciel sur lequel je fais le développement des applications, on peut
comment on peut les, j'ai mangé le mot, on peut les, enfin en tout cas on peut interagir avec, on peut simuler comme si l'application était terminée, donc on peut faire des clics sur des boutons, etc. Et ça, après, je le partage soit aux futurs clients qui peuvent, eux, le partager à des personnes, ou alors à une dizaine de personnes qui testent et qui font un retour sur justement l'expérience utilisateur liée à l'application. D'accord. Merci. J'ai une question de Valérie. Est-ce que vous intervenez dans des salons de l'orientation pour donner envie aux filles de s'orienter vers le game ? Alors, j'ai eu la chance d'intervenir au lycée Pierre-Marie Curie, c'est ça le nom, je crois, à Châteauroux. J'étais enceinte d'ailleurs à cette époque. C'était la fin d'année et avec mon conjoint qui travaille lui aussi dans le numérique, on a fait une après-midi, on a présenté nos métiers et on a fait faire aussi, moi j'ai fait faire un logo animé, où est-ce que je fais aussi de l'animation et dans le montage vidéo, de l'animation à l'ancienne, image par image. Donc on avait fait, enfin en tout cas on avait fait faire un projet aux élèves, ça a énormément plu, mais je pense manque de moyens, manque de temps, mais moi j'aurais voulu aller dans les écoles pour ne serait-ce que déjà pour parler des filières qui ne sont pas dites générales, parce que si c'était à refaire, je referais 1000 fois le bac pro et le CAP, bien qu'arriver dans les études supérieures, c'est mal vu. On prend que des gens qui sortent de S dans des bacs généraux, alors que nous, on a touché aux professionnels, on a des stages durant durant nos cours, etc. J'ai plus de 46 semaines de stage en 4 ans quand j'étais en CAP et bac pro. Donc, ne serait-ce que pour sensibiliser à ces filières-là et aussi au métier, justement. Mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais je pense que les écoles sont déjà manque de professeurs et en même temps ceux qui sont là, enfin, c'est chargé au niveau des horaires, etc. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais bien. Et puis les salons d'orientation, j'en avais fait un qui se trouvait à Belle-Île via une association qui font sur Saint-Maur comment on appelle ça? J'ai mangé le mot aussi. De l'impression 3D, etc. Et nous, en tout cas, on sensibilisait sur les métiers du numérique aussi à ce moment-là, quoi. Et oui, pour l'ordre de Veillel, c'est ça le jeu de société. J'ai vu Bernard qui a mis ce commentaire. Voilà. Très bien. Merci, Colline. Voilà, on va pouvoir passer donc à notre troisième témoin. Hop. Je passe la slide. Donc, Céline Béni, juste avant, donc Isabelle Robert, donc j'ai vu que vous n'aviez pas à écrire les questions dans le Teams, donc n'hésitez pas à poser les questions dans le Bicast, je peux aussi les lire après, à travers aussi le chat du Bicast. Voilà. Donc Céline, on vous écoute. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, puisqu'il paraît qu'on fait des sur la femme aujourd'hui. Alors moi, j'ai un parcours beaucoup plus, comment dire, un peu différent de ce qui a été vu jusque-là. Moi, je n'ai pas fait réellement d'études informatiques. Mais en même temps, je n'ai pas le même âge et j'ai commencé dans l'informatique. Alors moi, je dis informatique parce qu'à l'époque, on ne parlait pas numérique. J'ai commencé dans l'informatique au siècle dernier. Ça, c'est mon expression que j'aime bien. Donc, j'ai à la base un diplôme d'ingénieur. Pas dans l'informatique, parce que quand j'ai commencé mes études, mine de rien, je ne connaissais pas ce monde-là, je ne connaissais pas les métiers, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, mais j'ai découvert la programmation et l'informatique au cours de mon cursus d'ingénieur. Alors, j'étais ingénieur en énergétique, ça ne s'invente pas, mais il y a des points communs, il y a 2-3 trucs, mais c'était assez différent. Donc, j'ai commencé à travailler en 98 dans l'informatique, tout de suite après mon diplôme, parce qu'après avoir découvert la programmation à l'école, je m'étais dit, finalement, c'est ça que je veux faire. Et le Bac+5 était un peu la porte ouverte, la garantie Enfin, on ne m'a pas posé de problème pour travailler là-dedans, pour travailler dans l'informatique, même si je n'avais pas étudié spécifiquement là-dedans. Donc, j'ai commencé à travailler dans des sociétés de services. Alors, comme c'était au siècle dernier, c'était dans une
dans une dynamique qui était assez extraordinaire en termes de croissance. Il y avait vraiment beaucoup de besoins. Il y avait le bug de l'an 2000 qui allait arriver. Ensuite, il y a eu l'euro, il y a eu le passage à l'euro. Il y a beaucoup de travail dans la programmation, dans la maintenance, dans l'évolution des logiciels qui étaient déjà existants. Donc moi, j'ai passé les 3 premières années de ma vie professionnelle à faire de la maintenance évolutive et corrective de logiciels de gestion qui existaient. Alors, c'est dans des technos qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Hein, on était sur des choses très anciennes. Et puis, après avoir fait donc, du service pendant 3 ans, donc quand je dis service, c'est que j'étais missionnée par mon entreprise pour aller travailler dans d'autres entreprises pour aller maintenir leur logiciel. Dans ce cadre-là, à l'époque, il me semble que j'étais pas la seule fille. On devait être, je vais peut-être pas aller jusqu'à 30%, mais on était peut-être pas loin du 30% là où je passais. Alors, il faut savoir que les caractéristiques à l'époque, c'est que j'intervenais surtout dans des grands groupes. Donc, je suis intervenue à la RATP, je suis intervenue chez Uriware, SGN, Cogema, chez CGTEL. J'ai jamais eu à cette époque-là le sentiment de je suis la seule fille. Je suis un être à part. Oui, on était moins nombreuses, mais j'étais pas toute seule. Alors ensuite, après avoir fait du service, c'est-à-dire que je savais pas où je travaillerais 3 mois après. J'étais toujours envoyée en mission. Mais j'aimais bien, ça permet de découvrir plein de choses. Et ensuite, je suis partie dans une autre structure, version un peu start-up, en édition de logiciels, où on a commencé à on développait des applications web. C'était le tout début des logiciels en mode SaaS. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Et là, dans cette structure, on n'était pas très nombreux. C'était une structure de 10 personnes quand je suis arrivée. Et j'étais la seule développeur. Alors, je dis développeur parce qu'on disait développeur, il n'y avait pas développeuse à l'époque. Donc, j'étais la seule développeur. Et pourtant, il y avait des filles, mais les filles, elles étaient plus, les autres filles, elles étaient à l'administratif, la logistique, au standard. Elles faisaient tous les autres trucs qu'il fallait faire, mais elles ne programmaient pas. Et dans cette entreprise, sans sexisme ou autre, il y avait l'équipe des filles et il y avait l'équipe des garçons. Les filles disaient, on va aller demander aux garçons. Alors moi, je faisais partie de l'équipe des garçons. L'entreprise a grossi. Quand j'en suis partie 7 ans après, on était une vingtaine. Et sur la vingtaine, il y avait toujours les 3 filles du pôle des filles. Et dans l'équipe des garçons, on était 2 filles. Donc on était 2 filles sur 17 de l'équipe des garçons. En proportion, on a beaucoup baissé, mais à vivre finalement, c'est plutôt intéressant. Je m'en suis jamais plaint, bien au contraire. J'ai toujours trouvé que on a des éléments différenciants. Et les garçons, ils sont, moi, je trouve globalement assez aux petits soins. Ils aiment bien prendre soin des filles de l'équipe. Après, il y a de la discrimination positive qui se fait dans ces conditions-là. C'est-à-dire que quand on reçoit un prix et qu'il faut aller faire le petit speech pour aller recevoir le prix, on envoie la fille pour montrer qu'on a une fille. Donc ça, c'est des exercices que j'aime pas du tout, mais c'est voilà, moi j'ai un peu subi ce côté-là, mais enfin j'ai subi. Ça reste très relatif. Hein. J'ai plus profité de ma situation de la fille qu'autre chose. Si je continue dans mon parcours, j'ai ensuite quitté, donc c'était en 2007, j'ai quitté ma petite start-up pour rentrer dans une entreprise, une PME un peu plus grosse, où il y avait une équipe d'informaticiens d'une vingtaine de personnes. Et là, j'avais postulé, j'ai rencontré le DSI et pendant nos entretiens, il m'explique que j'ai le bon profil, que je corresponds bien, que ça matche bien avec moi, mais qu'il est quand même un peu embêté parce que je suis une fille. Ah. Donc bon, ça m'avait fait rigoler, mais il dit oui, mais ils disent des gros mots. Ils sont mal élevés, ils disent plein de gros mots, ça ne va pas être possible. Vous n'allez pas réussir à vous intégrer. Je veux pas vous mettre en situation difficile. Vous êtes une fille. Alors bon. J'étais déjà un peu plus âgée, c'était assez facile pour moi de répondre et puis de lui dire on verra, mais je suis sûre qu'une fois que j'y serai, vous
vous voudrez que je reste plus longtemps. Et effectivement, quand je suis partie, je suis restée 4 ans là, dans cette entreprise. Quand je suis partie 4 ans après, donc il m'a embauchée. Et 4 ans après, quand je suis partie, il m'a dit, je suis convaincue, et pour te remplacer, je veux une fille. Bon, il ne trouvait pas forcément de fille, mais... Et dans cette structure-là, on m'a... donc, je faisais un peu de développement, et là, j'étais passée, comme ça faisait déjà 10 ans que je travaillais, j'étais passée plus sur des missions de gestion de projet informatique. Donc avec un peu plus de management aussi d'équipe et de suivi de l'ensemble du projet. Dans cette équipe-là, il m'est arrivé aussi en tant que la fille qui approchait pas les projets de la même manière, qui ne faisait pas l'analyse de besoins de la même manière, parce que, alors, après, ça peut être juste une histoire de caractère, mais il semble qu'il y a quand même une écoute un petit peu plus... souple, ou une oreille un peu plus attentive, ou on se confie peut-être plus à une fille, je ne sais pas, mais je me suis retrouvée plusieurs fois à faire des projets qu'on m'a confiés en disant « Ah, les autres, ils n'ont pas réussi, Céline, il faut que tu nous aides, toi, tu vas y arriver. » Alors, c'est peut-être juste parce que je suis très forte, mais je pense que là, c'est le caractère féminin qui l'emportait. Alors, tout ça, c'était d'une expérience. Alors, j'étais sur Paris à l'époque. Et puis, en 2010, j'avais eu 2 enfants entre-temps. Donc, oui, j'ai eu des enfants dans des équipes de garçons. J'étais chouchoutée pendant mes grossesses. Hein. On s'occupait bien de moi parce que déjà, une fille, c'est pas courant. En plus, elle est enceinte. Il faut qu'on s'occupe d'elle. C'était plutôt positif. Puis ensuite, je suis arrivée à Châteauroux, puisque pour élever les enfants, j'ai trouvé qu'à Châteauroux, on était quand même beaucoup mieux qu'à Paris. Et puis là, je me suis plus rendu compte qu'effectivement, des filles, il n'y en avait pas. Là, j'ai commencé à travailler dans de la formation. Donc, j'ai travaillé au CESI, je me suis occupée de la mise en place de la formation manager en système d'information, le Bac+5 en apprentissage qui est en partenariat avec la CCI de l'Indre. Donc, je me suis occupée pendant 5 ans du recrutement, de la formation, du recrutement donc des élèves, des apprentis, leur placement en entreprise et le recrutement des formateurs, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de filles dans les formations. Il n'y avait pas de candidates. C'est pas qu'on les rejette, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'il n'y a pas de candidats. Quand il y a des candidats, quand ils sont là, les apprentis, enfin, quand elles sont là, les apprentis, elles sont meilleures, elles sont plus fortes que les garçons. Mais il n'y en a pas à l'entrée. Il y en a peu à l'entrée. Donc ça se passe a priori très bien pour les rares filles qui sont en formation. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas, je ne sais pas. Alors quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, je me disais on n'est pas beaucoup de filles, mais en même temps, on ne connaissait pas à mon époque, on ne connaissait pas bien les métiers de l'informatique. C'était une denrée un peu plus rare, on les connaissait moins bien, donc ça pouvait expliquer. Moi-même, j'ai découvert ces métiers très tardivement, quelque part. Mais aujourd'hui, alors que le numérique, l'informatique est partout et qu'il y a une grande communication là-dessus, je ne m'explique pas pourquoi, mais où sont les filles ? Il n'y a pas, c'est pas un métier physique, c'est pas un métier, il y a aucune caractéristique. Tout à l'heure, j'ai entendu le préfet qui disait c'est un métier réservé aux hommes. Mais non, c'est pas un métier réservé aux femmes. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un métier réservé aux hommes? Bon, là, je serais curieuse que les collégiens et les collégiennes me répondent. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, je peux témoigner de mon vécu de 20 ans, de plus de 20 ans d'expérience dans le monde de l'informatique en tant que programmeur, en tant que chef de projet informatique, où aujourd'hui je suis consultante, j'ai créé ma structure où j'accompagne les entreprises dans leurs projets informatiques. Mon entreprise s'appelle l'INSEE, Lean en étant les initiales de l'intégration du numérique en entreprise. Il n'y a pas de... Effectivement, je suis toujours rare dans les filles, mais j'ai jamais eu aucune difficulté dans ma vie professionnelle de fille. Enfin, je dis fille, de femme. Okay. Donc je pourrais raconter tout un tas d'anecdotes et autres, mais je pense que le délai est en partie... Exactement. Exactement.
Bon, en tout cas, merci Céline pour ce témoignage-là. On va pas avoir le temps là tout de suite pour les questions pour Céline, mais une fois que toutes les femmes auront témoigné, s'il nous reste un peu de temps, on pourra revenir à des questions. Donc n'hésitez pas à les noter dans le chat ou à les noter à côté de vous et on en reviendra à ce moment-là. Merci Céline. On va passer donc au 4e témoignage. Donc Johanna, si tu es là. Oui, je suis là. Et merci Super. beaucoup pour ces témoignages passionnants. Pour ma part, en fait, donc je suis originaire mes parents sont originaires de Madagascar, mais moi j'ai grandi dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, avant d'aller faire mes études à Grenoble, en fait, après 2 années de classe prépa. Donc moi j'ai choisi la filière commerciale management parce que justement j'avais cette appétence à la fois pour du littéraire, du scientifique et du technique. J'ai choisi, et je voulais le souligner parce que ça a été dit précédemment, mais dans cette école de commerce, en fait, il était possible de réaliser sa formation en alternance et en apprentissage. C'est ce que j'ai fait parce que ça m'a permis d'abord d'avoir 2 ans et demi d'expérience professionnelle avant même d'obtenir mon diplôme. De voir plusieurs entreprises, notamment France Télécom, Orange, où j'ai été assistante chef de produit à Paris, et puis Pacarbel, où j'ai encore été une fois assistante chef de produit, mais là je développais des produits qui existaient à l'époque, qui aujourd'hui n'existent plus, des lecteurs MP3, des clés USB, des disques durs externes et des GPS, qui s'appellent aujourd'hui un smartphone. Donc j'ai vu cette évolution-là aussi des technologies, c'était passionnant. Et puis ensuite, j'ai été analyste marketing chez Bouygues Télécom à Boulogne-Billancourt pour travailler sur, à l'époque, on mettait en place les forfaits illimités qui n'existent plus. Donc voilà, ça a été très passionnant technologie. Et le deuxième avantage, en fait, de faire ces études en apprentissage, et je voudrais vraiment le souligner pour toutes celles qui souhaitent se lancer, c'est que ça permet de financer ses études et d'avoir un salaire en plus. Donc, je le recommande, je le recommanderai toujours, je le recommande 1000 fois. Je sais que c'est possible et qu'il y a des écoles en plus qui se montent du côté de Châteauroux, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous lancer. Ensuite, donc, forte de toutes ces expériences, j'ai été recrutée dans un programme spécial de British Telecom, qu'on appelle BT maintenant, pour les jeunes diplômés, en fait, dans l'optique de former les futurs leaders de l'entreprise, ce qu'ils appellent un graduates programme, qui était européen et qui m'a permis de travailler à la fois à Paris, à Amsterdam, à Londres, à Bruxelles, puisque c'était un programme en rotation qui m'a permis de voir une grande variété de projets. Chez British Telecom, en fait, un petit peu comme d'autres l'ont mentionné, je me suis retrouvée souvent à être la seule femme. Et en plus, j'étais une toute jeune femme dans les équipes de gestion de projet. En revanche, très honnêtement, un petit peu comme la personne qui m'a précédée, pour moi, c'était un avantage. D'abord parce que ça m'a poussée à me battre et à affirmer ma différence et à l'assumer. Et en effet, à mettre en avant que j'avais un regard différent de celui d'un futurologiste homme qui était resté dans ses réseaux télécoms pendant 40 ans. Et même si, en effet, j'étais dans des fonctions support qui étaient plus créatives et plus, on va dire, marketing interne, aider les équipes à mieux articuler leurs propositions projets, à mieux les tarifer et à mieux les gérer dans leur délai. En fait, vraiment, j'ai été accueillie, j'étais un petit peu chouchoutée aussi. C'est aussi, je pense, une question de personnalité et d'intelligence relationnelle que nous, on doit mettre en place, mais qu'on soit en fait une femme ou un homme, pour trouver sa place, être à l'écoute et être toujours en apport de compétences et de valeurs, donc, quel que soit le projet qu'on fait en fait. Et trouver sa place, c'est aussi savoir faire ça. Et en fait, suite en fait à ces premières années de lancement, alors on est dans le numérique, mais on est surtout dans les télécoms en fait. J'étais vraiment dans un milieu d'ingénieur réseau et j'ai mis en place, par exemple, des plateformes d'interconnexion numérique en fait, que vous utilisez aujourd'hui et puis qui sont utilisées partout dans le monde, notamment pour faire des appels via Facebook par exemple ou pour utiliser WhatsApp. Donc je m'occupais de ces plateformes-là.
et on les installait chez les opérateurs, d'abord en Europe, en fait, ça a été mes premières missions, et puis après partout dans le monde. Donc j'ai piloté des équipes qui étaient en Asie, aux États-Unis, et j'ai travaillé à Dubaï, à Doha et au Bahreïn aussi. Ça m'a permis de voir une grande richesse de culture. Et puis, je trouvais que je voyageais beaucoup, et puis, avec mon époux, on a eu envie de fonder une famille. Et ça faisait, autour de 2010, ça faisait à peu près 2 ans qu'on venait passer des week-ends dans le Berry. On est tombé sous le charme de l'école de Lac, qui est un tout petit village à côté de la Châtre. Et en 2010, j'ai profité d'être l'une des toutes premières personnes à avoir négocié un télétravail à 100% pour venir m'installer à La Châtre. Et on s'est mariés donc à Montgivray. En 2012, BT me demande de revenir à Paris pour assumer une nouvelle fonction dans la gestion financière. Et on s'est regardé, on a surtout regardé notre petite fille de 6 mois et on a dit on reste dans le Berry et on se lance dans une nouvelle aventure. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les témoignages précédents aussi, le fait qu'on soit agile, qu'on ose se lancer, qu'on ose changer de carrière, la POF comme ça. Je trouve ça génial et pas hésiter à reprendre des formations en effet en cours. C'est très enrichissant, puis ça aussi, ça augmente les personnes dans nos réseaux. Et depuis, en fait, donc, le numérique m'a aidé à trouver mes premières missions, puisque du coup, je suis à la fois capable de gérer des réseaux sociaux, un site internet, faire du rédactionnel. Donc, j'ai pu travailler comme ça dans 2 PME du secteur industriel et bâtiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais tout à fait externaliser ces compétences et créer une agence de communication qu'on complète au jour d'aujourd'hui, en fait, depuis 2 ans, avec des vraies missions de conseil en stratégie, développement de projet, design thinking. Mon associé et partenaire étant designer. Et c'est un petit peu toute cette richesse en fait de compétences qu'on peut avoir grâce au numérique qu'on met en avant dans les services et missions qu'on propose et puis qu'on développe aujourd'hui, principalement aussi avec des acteurs locaux. Ça, c'est la petite spécificité de notre agence, qui s'appelle le Big Berry par ailleurs. C'est de vouloir pousser, aider tous les acteurs du Berry à se valoriser et à développer de l'innovation. Ok. Merci Johanna. Est-ce que des gens ont des questions? Là pour l'instant, moi j'ai rien dans les discussions. N'hésitez pas à les poser en direct ou à les poser par écrit. C'est vrai que moi j'ai trouvé en fait autant il y a 10 ans, c'est vrai qu'on devait encore s'imposer un petit peu en tant que femme et se développer un petit peu ces outils, voilà, rappeler que notre avis comptait. Autant là vraiment depuis 2010 et en particulier dans l'Indre, en tout cas en ce qui concerne les acteurs indépendants, moi je vois beaucoup de femmes, notamment dans les métiers créatifs. Colline qui est Hopeless, je suis passée Hopeless aussi. Voilà, c'est comme il y a du rédactionnel, de la créativité, c'est vraiment un secteur qui s'ouvre à tout le monde. Et bien au contraire, en fait, on a besoin de plusieurs points de vue et de diversité aussi, de diversité culturelle notamment. C'est pas que le genre. Et je pense que c'est très riche et très riche en rencontres aussi. Et j'encourage absolument toutes les jeunes femmes, les jeunes filles, et puis même celles qui sont en cours de réflexion sur leur reconversion à se lancer parce que tout le monde a sa chance. Et puis le numérique fait partie des métiers, des nouvelles générations en fait de métiers qui bénéficient un petit peu de l'expérience des générations précédentes. Et même si parmi les développeurs, on est encore un petit peu, on n'est pas assez nombreuses, hein, clairement, il faut y aller les filles, au contraire, montrer qu'on nous aussi on sait faire des logiciels bien carrés qui performent. Il faut vraiment pas avoir peur. Et puis partout où j'ai été, il existe des réseaux de femmes, il y a une vraie solidarité qui peut se mettre en place. C'est peut-être quelque chose à développer dans le numérique d'ailleurs, mais il faut pas se sentir seul et il faut surtout pas avoir peur. Okay. Non, je n'ai que 37 ans, je n'ai pas encore atteint les 105, mais j'y vais. La dernière question, Johanna, avant de passer à l'autre témoignage, j'ai une question d'Isabelle Robert.
Avez-vous ressenti des réticences pour qu'on vous confie des missions, entre parenthèses, développement hors France, gros dossier développement, etc. Et si oui, pensez-vous que ça soit parce que vous êtes une femme? Alors moi, ça a été surtout, au début, c'était surtout lié à mon âge, parce que en plus d'être une femme, en fait, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais à l'époque, je paraissais beaucoup plus jeune que ce que je pouvais, enfin, que mon âge. Donc, on était souvent surpris. Et en fait, c'est mes compétences qui font, et mes résultats qui font que les personnes sont étonnées ensuite. Et au contraire, c'est eux qui me recommandent par la suite. Donc, alors, ça a été dit, hein, mais ça a même plutôt été un atout parfois. C'est pas facile à expliquer. Tout est dans l'interrelationnel et ça dépend avec qui vous interagissez. Mais souvent, si ça se présente en passant par la dérision et en mettant un peu la personne en face qui se pose des questions face à son âge ou d'autres éléments personnels qui n'ont rien à faire dans une négociation, on arrive à retourner les choses. L'humour est une bonne façon de communiquer, de se défendre et de montrer qu'on est plus intelligent que ce qui se passe en face. Ouais. Ok, merci Johanna. On va pouvoir passer à notre 5e témoignage. Je passe la diapo. Donc à Viviane. Donc 10 minutes. Le son. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, mon parcours évidemment est différent des autres. Et, je suis originaire de Châteauroux. J'ai passé mon bac au lycée de Pierre-Marie Curie. Et puis ensuite, je suis allée à Tours. J'ai fait un BTS commerce international. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur Châteauroux dans le marketing, mais dans l'industrie. Et ensuite, j'ai continué dans l'industrie, mais dans le service export. Et donc, voilà, j'étais très bien dans ce milieu. Ça me convenait tout à fait. Le côté création, fabrication d'un produit manufacturé me plaisait bien. Et puis, les rencontres ont fait qu'on m'a proposé de venir travailler dans la communication. Donc, j'ai lâché mon CDI pour aller travailler chez Tattoo Centre à l'époque, qui est devenu ensuite Cap7 Media, où on faisait du tournage vidéo. Donc là, moi, au travers de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, en fait, j'ai vraiment vécu toute l'évolution technique. On est passé de l'analogique complet au numérique complet. Donc voilà, on a vraiment eu un accès à on a des outils maintenant qui sont super performants, qui sont accessibles. Et je repensais à l'historique, etc., par rapport à la thématique. Et on a filmé depuis le début tous les matchs de la Berrichonne. Donc les premiers, on a filmé, c'est dans les années 90. Et donc, on filmait le match et on partait à Paris pour faire le montage en régie parce qu'on pouvait pas, c'était pas possible de le faire ici. Les magnétos étaient très chers à l'époque. Et donc, on revenait pour diffuser. Il y avait un réseau câblé à l'époque, enfin voilà, sur Châteauroux, donc là pour les petites anecdotes techniques. Donc moi, j'ai pas trop senti le côté sectaire, on va dire, par rapport aux femmes dans mon métier. C'était plus le cas, je dois dire, dans la bétallurgie. Donc où là, fallait presque se masculiniser un petit peu pour montrer qu'on était là et qu'il fallait faire preuve de caractère, entre guillemets. Et par contre, dans tout ce qui est vidéo, alors, il y a moins de femmes, mais j'ai une collègue femme, Christelle, qui est cadreuse, monteuse. Et donc voilà, donc j'ai jamais senti une fraction, enfin voilà, quelque chose. C'était plus travailler en équipe. Ici, c'est très important de travailler en équipe. Donc,
Voilà, donc nous, on fait de la prestation, on fait de la production vidéo et de la prestation événementielle. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais du coup, on a dû s'adapter aussi et on fait beaucoup d'événements en streaming. Donc on a fait des assemblées générales et du coup, on remplace les caméras de chaque ordinateur par nos caméras, la régie vidéo, et puis du coup, on peut enchaîner les choses plus facilement. D'ailleurs, on avait fait l'AG de l'agence d'attractivité juste à côté de vos locaux. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fallu qu'on s'adapte et qu'on connaisse le fonctionnement. Donc petit à petit, effectivement, on s'est formé sur la numérisation, etc. Ok. Pour moi, je pense, ce qui est assez, pour moi, je me sens pas vraiment dans le numérique, parce qu'en fait, pour moi, mon métier de base, c'est la vidéo, quoi. En fait, en fait, pour moi, c'est un outil. Je suis pas vraiment dans la conception je me sens un petit peu différente de Johanna, par exemple, ou de Lynn, c'est ça, Céline, qui sont vraiment dans la conception du logiciel, etc. Voilà, pour moi, le numérique, c'est un outil. Donc, le métier de base, après, c'est effectivement écrire un film, appréhender les besoins de nos clients pour un événement, quel qu'il soit. Et effectivement, ça passe beaucoup par la relation, l'échange. Concevoir les choses. On a fait des choses qui sont assez importantes. On a quand même fait 3 championnats du monde. On a fait 2 championnats du monde avec la fédération de tir avec qui on travaille depuis 6 ans maintenant. Et donc là, on fait plein de choses différentes. On fait de l'organisation d'événements. Donc on a suivi on a dû mettre en place tout ce qui était sécurité pour le défilé des sportifs en centre-ville, etc. Donc, et puis tout un aspect technique, donc mise en place d'écrans vidéo plein jour, la réalisation de montage vidéo, etc., de générique, de plein de choses. Donc, là, on utilise effectivement le numérique. Et puis on a aussi travaillé pour la fédération aéronautique, pour les championnats du monde de voltige. Donc, là, ça a été aussi un challenge technique pour nous parce que du coup, on a dû appréhender des choses qui étaient différentes, à savoir que le terrain était très grand, donc on a dû vraiment se renseigner pour tout ce qui était liaison fibre. Parce que du coup, on avait tiré 10 km de câbles sur l'aéroport pour relier les caméras qui étaient sur l'autre côté du terrain. Donc voilà, c'est des choses. L'avancée, à chaque fois, les problématiques font qu'on est obligé de s'adapter. Et heureusement, c'est intéressant. Les avancées techniques nous poussent à autre chose, à faire autre chose et trouver des solutions. Ouais. Pour faire court, parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps pour les autres. C'est ça, il nous reste quelques minutes. Donc, effectivement, toujours un petit peu par rapport aux autres parcours, effectivement, voilà, du BTS commerce international, effectivement, j'ai fait aussi des formations pour utiliser les logiciels de montage aussi, etc. Et puis aussi, d'un autre côté aussi, sur l'aspect purement administratif, il y a plein de choses qui étaient faites complètement différemment au départ. Et c'est vrai que je me souviens aussi, en entendant tout ça, quand j'ai fait ma formation, mon BTS, on avait une option informatique. Donc j'avais pris, donc on était à l'époque avec les disquettes carrées, les floppy disks. Donc c'est pour dire un peu, effectivement, c'était une option, c'était le truc qui n'était pas essentiel, alors que c'est un outil de tous les jours. Maintenant, clairement, les jeunes au collège n'ont plus besoin de faire des formations de traitement de texte, j'imagine, mais après, il y a aussi le fond de métier pour nous, c'est
ce qui est important, ce que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, qui moi m'égratigne les yeux un petit peu, c'est le manque d'orthographe. Enfin, moi je trouve c'est et de rédactionnel qui est vraiment catastrophique. C'est ouais, mais ça, ouais. Ce sera un sujet à part entière. L'informatique ne fait pas tout. Donc voilà. Ok, merci Viviane. Si vous avez des questions, on a 1 minute pour y répondre, et sinon on va passer au dernier témoignage. Ok, bon alors on va passer au dernier témoignage. Hop, de Lydie. Je passe le dépôt. Voilà, et désolé, effectivement, on aura quelques minutes de retard, donc ceux qui doivent partir, c'est vrai qu'on s'est engagé pour 11h30, mais on a eu des petits soucis au début du webinaire. Donc ceux qui doivent partir, merci pour votre participation. Et puis sinon, donc, on continue avec le témoignage de Lydie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors moi, effectivement, je suis encore un métier à part entière. Je suis donc secrétaire indépendante depuis 3 ans maintenant. Mon parcours est tout simple. J'ai fait des études dans la communication. Et puis après, j'ai eu la chance, suite à mon BTS, de trouver tout de suite un emploi à l'époque sur Châteauroux. Pendant 5 ans, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale pour un grand groupe pétrolier. D'être dans un bureau, je m'ennuyais. Donc après, j'ai décidé de partir totalement à l'opposé des choses. C'est-à-dire que je suis partie commerciale dans le bâtiment. Donc ça a été très compliqué parce qu'une femme dans le bâtiment, notamment dans le négoce de matériaux, ça n'a pas été évident de faire ma place. Je me suis heurtée à beaucoup de choses, notamment à ces messieurs qui étaient un petit peu durs avec moi au début, mais ça a été une super école. J'ai eu la chance de tomber sur des artisans qui ont eu la volonté de m'aider. Donc ça a été une super expérience. Au fur et à mesure des années, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mon mari et moi-même étions tous les deux commerciaux, donc ça devenait très très compliqué pour gérer nos enfants. Donc j'ai décidé de mettre ma vie de commerciale à côté. Et je me suis retrouvée donc au chômage. J'étais un petit peu perdue. Et puis, mon expérience dans le commerce, je m'étais rendu compte que beaucoup d'artisans, c'était les qui faisaient l'emploi de secrétaire. J'ai donc un petit peu creusé la chose et j'ai décidé de m'installer en tant que secrétaire indépendante pour les professionnels, donc chose que je fais actuellement depuis 3 ans. C'est un petit peu compliqué parce que j'habite en ruralité, donc je ne suis pas dans l'Indre, mais dans l'Indre-et-Loire, juste à côté de chez vous. Je suis dans une toute petite commune, donc c'est vrai que le secrétariat indépendant n'est pas encore très connu dans nos secteurs, ça commence. Aujourd'hui, c'est vrai que je communique via les réseaux sociaux. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire partie du monde numérique parce que depuis quelque temps, je gère énormément de pages Facebook d'entreprises ainsi que de comptes Instagram parce que les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, parce que je travaille uniquement qu'avec des petites TPE, se rendent compte qu'il faut aujourd'hui vivre avec son temps et être présent sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Donc, je les accompagne, je gère quelques pages Facebook, quelques comptes Instagram pour ces entreprises-là et je m'occupe aussi de gérer leur site internet. Donc, c'était des métiers que je connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je ne m'affirme pas community manager parce que je suis pas encore aussi forte, on va dire, dans ce domaine-là. Mais tous les jours, je me forme. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très important pour les entreprises d'être présentes dans ce secteur du numérique, que
que ce soit dans n'importe quelle entreprise, parce que voilà, je gère des pages Facebook pour des artisans dans le bâtiment, pour des commerçants, pour des mairies aussi. Donc tous ces gens-là se sont rendus compte qu'il fallait marcher aujourd'hui avec le numérique. Donc je suis pas une pure femme dans le numérique, mais j'en deviens. Voilà. Et c'est vrai que pour rebondir rapidement, nous à la CCI, ça on le voit qu'effectivement les TPE, les PME se lancent justement à ces réseaux sociaux, à essayer de se digitaliser un petit peu. Et là, vous répondez vraiment à un réel besoin, effectivement, ce besoin de présence sur Internet qui est pas forcément assimilé par tous les dirigeants aujourd'hui de peut-être plus anciennes TPE, PME. Et effectivement, il y a un réel besoin là-dessus. Ouais. Merci Lydie pour le témoignage. Est-ce que des personnes ont des questions par rapport à ce témoignage? Non. Alors, donc on va pouvoir... alors moi, juste si je pouvais mettre un petit mot sur tout ce qu'on a pu entendre. Et je me rends compte quand même qu'à travers tout ce témoignage, on voit que ce secteur-là amène quand même beaucoup d'agilité. On voit que effectivement, vous avez pu changer de métier un petit peu comme ça en chemin. Et c'est vrai que le numérique le permet, puisqu'on peut se former assez rapidement. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Le numérique, c'est aussi une communauté de personnes en fait qui s'entraident et on retrouve des blogs, des vlogs. Voilà, les gens, enfin, on peut vraiment se former assez rapidement sur différentes missions, différents métiers. Et c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là et ça se ressent beaucoup dans vos témoignages. Donc je vais laisser la parole à Valérie sur justement les ouvrages peut-être pour aller un peu plus loin. Oui, très rapidement, en complément de ce que vient de dire Lazare, effectivement, dans ce que moi je retiens, c'est la souplesse, l'adaptabilité et faire réseau. Et réseau, on en parlera. J'ai voulu mettre en évidence et vous faire connaître, peut-être que vous connaissez ces deux ouvrages, L'intelligence artificielle, pas sans elle, et puis Les oubliés du numérique. Je pense que les personnes qui connaissent le secteur ou celles qui ne connaissent pas auront envie de lire ces deux ouvrages qui sont très intéressants, passionnants. Le premier sur l'intelligence artificielle, pas sans elle, de Aude Bernheim et Flora Vincent. En fin de compte, elle soulève la question de est-ce qu'un robot peut être sexiste, oui ou non, et auquel cas, s'il l'est, pourquoi il pourrait l'être? Eh bien, peut-être qu'elle l'explique de la façon suivante en disant mais comment a-t-il été programmé? Est-ce qu'il a été programmé par des femmes, par des hommes? Et auquel cas, est-ce que le sexisme peut se retrouver par la machine et par l'intelligence artificielle? Donc, un très, très bon bouquin. Voilà. Je l'ai. Il est... voilà, c'est à peu près 70 pages et on peut le retrouver dans la librairie la plus proche. Isabelle Collet, Les oubliés du numérique, elle est informaticienne, enseignante-chercheuse à l'Université de Genève et elle décortique les constructions historiques et sociales qui expliquent le manque de femmes dans ce domaine et elle pose la question de ce qu'on pourrait mettre en œuvre, quels sont les leviers pour amener les femmes vers ces secteurs-là. On en a parlé. On a parlé de questions de réseau aussi. Et les réseaux, je voudrais juste vous en dire quelques mots très rapidement, puisqu'il existe des associations de collectifs femmes et numérique. Plusieurs associations dans ce collectif. Par exemple, on a parlé du GAME, Women in Game, qui c'est une association de professionnels qui œuvre pour la mixité dans les métiers du jeu vidéo. Alors, toutes les associations et les structures qui vous sont présentées ont les mêmes objectifs, c'est sensibiliser à ces métiers du numérique en fonction des spécificités. C'est aussi amener des femmes et présenter ces actions, ces associations et les métiers, notamment dans les établissements scolaires. J'ai vraiment été interpellée par vos témoignages à toutes et j'ai vraiment à l'esprit qu'il serait intéressant qu'on puisse à un moment donné vous mettre face à des jeunes pour leur donner
donné envie d'aller vers ces métiers-là. Donc, Women in Game, la grande école du numérique a été créée en 2015, qui propose des formations. Enfin, plus de 700 formations au métier du numérique qui sont ouvertes à tous et toutes. Ça, vraiment, c'est une ouverture très, très large pour aller vers ces métiers. Une association qui s'appelle Cyberel, ce sont des entrepreneuses et des dirigeantes dans le numérique qui ont créé cette entreprise, des pionnières, ce qu'on appelle les pionnières du digital. La Bicomtech, alors toujours sur des volontés de sensibiliser, ce que je trouve très intéressant dans la Bicomtech, c'est qu'elles ont créé, enfin cette association a créé une formation spécifique pour les jeunes filles à l'initiation au métier du numérique. C'est un programme qui se déroule l'été pour des filles de 14 à 17 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à cette participation au Jump in Tech, eh bien, ces jeunes filles peuvent devenir des ambassadrices. Donc là aussi, c'est comment on passe le relais et les jeunes filles peuvent à un moment donné aussi devenir des marraines quand elles ont été marrainées elles-mêmes. Ensuite, des associations, femmes ingénieurs, talents du numérique, femmes et mathématiques, on l'a dit, la formation initiale, elle est importante. Je crois que dans le discours du préfet, je ne crois pas que le préfet ait dit que ces métiers étaient réservés aux hommes. Il a dit que traditionnellement, dans l'inconscient collectif, on imaginait et on pense, et encore maintenant, à l'heure actuelle, que ces métiers sont réservés aux hommes. Non, bien sûr, ces métiers s'ouvrent et très clairement, c'est comme dans les métiers autour des sciences ou des mathématiques. Je pense qu'il y a des femmes qui s'interdisent, qui ne s'autorisent pas à aller vers. Et je pense qu'on pourra en parler peut-être dans une autre session organisée en partenariat avec la CCI et avec vous, parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des interactions et des questions très riches. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse poursuivre nos échanges. Donc, merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Valérie. Voilà, alors pour finir, on avait prévu donc une petite activité donc, que je vais démarrer. Si vous pouvez prendre 1 minute pour répondre, donc c'est vraiment qu'est-ce que vous avez retenu donc, de cet atelier aujourd'hui, de ces échanges. Voilà, est-ce que vous pensez mener une activité professionnelle dans le secteur du numérique? Donc ça s'adresse moins aux femmes qui ont témoigné. Et puis nous, c'est pour nous, donc la qualité de l'atelier, savoir un petit peu comment vous nous situez et puis voir les choses qu'on peut améliorer. Donc j'avais mis 2 minutes pour répondre à cette activité-là et puis après on pourra clôturer le webinaire. Bon, j'espère que tout le monde a pu participer à la petite activité. Je vais maintenant la clôturer. Hop. Il reste quelques secondes, 2 secondes.
Voilà, il y a eu pas mal de choses dites. Avec une note moyenne plutôt bonne, 4,56. Roden, est-ce que je te laisse le petit mot de la fin pour conclure? Merci. Je regrette qu'on fasse ça via des écrans interposés. C'est vrai que la technique nous a fait perdre un petit peu de temps des vues de réunion, mais j'ai trouvé vraiment les échanges passionnants. Je trouve que toutes les femmes qui ont accepté de témoigner et qui ont pu témoigner ce matin ont toutes vraiment des choses très, très intéressantes à dire. Donc, si les femmes qui sont en phase de reconversion ou même en phase de chercher un emploi, ou de se projeter dans l'avenir, je pense que c'est vraiment à chaque fois des modèles très, très intéressants. Et je suis d'autant plus vraiment ravie de voir que dans l'Indre, on n'a vraiment pas à rougir de notre petit écosystème local. On a vraiment de très, très beaux exemples. Donc, merci à tous les participants, à tous les témoins. Et une prochaine fois, et peut-être on pourra se réunir dans une même salle, ce sera effectivement beaucoup plus facile. Merci beaucoup. Merci Valérie aussi Merci pour ce soutien de la préfecture. Merci vraiment à tous et toutes pour cette richesse et j'espère vraiment qu'on pourra poursuivre ces échanges en présentiel serait l'idéal, mais je pense que la prochaine fois qu'on se connectera, on sera tous hyper performants, hyper performantes. Merci pour votre écoute. Merci Roden, merci Lazare, merci à toute l'équipe de The Place by CCI, sans qui la partie technique n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à bientôt. Bonne journée.